Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition de Santé Live consacrée aujourd'hui au sport santé bien-être. Je suis ravi de vous accueillir pour cette belle édition. Fort du succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le nombre de licenciés dans les clubs et associations sportives a significativement augmenté. Entre 10 000 licenciés en triathlon jusqu'à 30 000 en tennis de table, l'envie de performer, de gagner des médailles, de toucher du doigt le sport de haut niveau ou encore tout simplement de marcher sur les traces de nos champions français, voilà autant de sources de motivation qui encouragent les plus jeunes à pratiquer. Si cet engouement est bénéfique dans le développement du sport à visée compétitive, particulièrement pour nos enfants et nos adolescents, qu'en est-il des autres formes de pratiques? Des pratiques de loisirs, des pratiques de santé, des pratiques de bien-être? D'ailleurs, que regroupe cette vaste notion d'activité physique? De quoi parle-t-on? Quelles sont les habitudes des Français et particulièrement des Réunionnais sur la pratique d'activité physique? Comment considèrent-ils la pratique ses bienfaits pour le corps, pour l'esprit, pour la cohésion sociale? Et paradoxalement, l'inactivité physique et la sédentarité, principaux facteurs de risque dans l'apparition des maladies chroniques, ne cessent d'augmenter aujourd'hui. Une étude de 2020 d'ailleurs positionne la France à la 119e place sur un classement de 146 pays concernant l'activité physique des adolescents. Bien entendu, la première place étant attribuée aux pays dont les adolescents sont les plus actifs. À l'époque du tout numérique, où la technologie améliore significativement notre vie quotidienne, notre travail, elle nous entraîne aussi vers des comportements de plus en plus sédentaires. En 2022, un rapport de France Stratégie estime le coût social de l'inactivité physique en France à 140 milliards d'euros par an. Tout comme boire ou dormir, bouger fait partie de nos besoins vitaux. D'ailleurs, le professeur François Carré nous dit « La chaise tue silencieusement et nous ment car elle ne nous repose pas ». En 2020, l'OMS estime que le manque d'activité physique serait responsable de 4 à 5 millions de décès dans le monde. Mais alors, comment nous reconnecter à un mode de vie actif dans une société autant sédentaire? Quels sont les plans, les dispositifs ou les actions nous permettant de pratiquer selon nos envies, nos besoins, nos ressources, notre temps ou encore nos contraintes? Comment retrouver le goût de pratiquer avec plaisir dans un encadrement adapté et rassurant? Autant de questions que nous allons aborder tout au long de notre émission. Je vous propose donc dans un premier temps de réfléchir autour de l'activité physique. Qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont les pratiques finalement ici à La Réunion? Quelles sont les habitudes des Réunionnais? Et puis éclaircir également les bienfaits sur le corps. L'activité physique est une notion de bien-être, donc bien-être physique, psychologique et social. Et enfin, de pouvoir faire un petit aperçu des pratiques que nous pourrions faire quand nous sommes sédentaires ou en cas d'inactivité physique prolongée. Ensuite, nous échangerons sur la stratégie régionale sport-santé. Aujourd'hui, il existe effectivement un dispositif qui nous permet de promouvoir le sport-santé à La Réunion particulièrement. Un outil mis à la disposition des professionnels, mais également du grand public, comme par exemple le sport sur ordonnance. Enfin, nous ferons un focus sur les récents dispositifs intitulés Maisons Sport-Santé, leur fonctionnement, leur mission, leur articulation régionale, ainsi que les partenaires existants qu'il faut mettre en lien finalement pour pouvoir faire en sorte de promouvoir une activité physique et sportive. Sans plus tarder, rejoignons nos invités pour cette première partie. Pour le sport santé, de quoi parlons-nous? Effectivement, c'est une grande question, il y a beaucoup de notions à aborder, il y a beaucoup de définitions peut-être à éclaircir. Donc si vous avez l'habitude de nous suivre, vous savez que pour bien commencer notre émission, nous allons à la rencontre des Réunionnais pour connaître leur avis, leurs habitudes. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le street science. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Street Science. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des Réunionnais au marché du Chaudron pour parler activité physique et motivation. C'est parti! Pour vous, c'est quoi l'activité physique? Mais faire du sport, la natation, de l'aquabike, le footing. Je développe mon corps, je fais un peu tous les sports. Donc je charge et décharge mon camion 10 à 15 fois par semaine. Voilà, donc ça c'est de l'activité. Je me fais 1 heure de marche 5 fois par semaine. Bon, je ne marche pas tous les jours, mais voilà, 1 heure, 1h30 à peu près. Je fais de la danse de salon. Et j'adore ça. Le bien-être personnel, c'est courir, avoir des endorphines. C'est pour la santé surtout.
parce qu'on mange et on ne marche pas, on ne fait pas de sport, c'est pas bon. Pour le bien-être corporel, c'est contre les maladies, c'est pouvoir entretenir la musculature, entretenir le corps. Et moi aussi, vraiment, ça pour mon santé aussi, pour garder le corps en forme. Eh bien, merci pour ce reportage très intéressant, un micro-trottoir qui va nous apporter un certain nombre de notions sur lesquelles on va pouvoir discuter, échanger avec nos différents intervenants. Donc, pour éclaircir un petit peu toutes ces questions, j'ai l'honneur d'accueillir 3 experts, 3 intervenants, donc 2 sur le plateau et une personne en visio. Je vais vous proposer de faire un petit tour d'ensemble de qui vous êtes. Et on va commencer par le docteur Folsena, si vous voulez bien, qui est en visio à distance. Docteur Folsena, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je suis le docteur Folsena, je suis diabétologue à Saint-Pierre et présidente aussi de la Société des endocrinologues à La Réunion et également participant à une association qui s'appelle la Marche urbaine 974. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on aura l'occasion de revenir sur ces différentes casquettes que vous avez pour nous en dire un petit peu plus. Nous avons également sur le plateau donc 2 intervenants. Docteur Rachou, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Ce n'est pas la première fois, je crois, que vous êtes sur le plateau. Donc, merci d'être là. Avec plaisir. Bonjour, donc Emmanuelle Rachou. Moi, je suis médecin de santé publique et je suis directrice de l'Observatoire régional de la santé de La Réunion. Très bien, merci beaucoup. Et j'accueille également Olivier Dubarry. Olivier Dubarry, c'est une première, je crois, pour vous par contre. Donc, bienvenue, merci d'être là. Je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Olivier Dubarry, enseignant en activité physique adaptée et santé, et également coordonnateur de la maison de santé La Case Diabète à Saint-Denis. Voilà. Très bien. Ben, bienvenue et encore merci d'être parmi nous pour cette première séquence consacrée plutôt aux définitions, aux notions et puis aux habitudes des Réunionnais autour de l'activité physique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit tour d'horizon du sport santé, notamment par le biais de notre reportage, ou en tout cas notre motion design, ce qu'on peut appeler motion design, autour de la petite histoire du sport santé. C'est parti. Depuis l'Antiquité, le lien entre l'activité physique et la santé est une évidence. Aristote conseillait déjà la gymnastique pour fortifier le corps. À la Renaissance, les humanistes valorisaient l'exercice physique comme un moyen d'équilibrer les humeurs. Au XXe siècle, en France, la Ligue française d'éducation physique propose même une méthode d'éducation physique pour l'hygiène du corps. Et aujourd'hui, la science l'affirme sans équivoque. L'activité physique contribue largement à préserver et à améliorer la santé. Mais qu'est-ce que l'activité physique ? Cela inclut bien plus que le sport. L'activité physique regroupe toutes les actions qui augmentent notre dépense énergétique. Elle peut être quotidienne, professionnelle ou scolaire, et bien sûr de loisirs comme le sport. Les activités physiques quotidiennes sont les gestes simples de la vie courante. Marcher, faire du vélo, monter les escaliers ou même faire le ménage. L'activité physique scolaire ou professionnelle comprend des pratiques comme l'éducation physique à l'école ou les mouvements liés au travail. Enfin, les activités de loisirs dont fait partie le sport. Ce dernier est une forme structurée, souvent compétitive, pratiquée dans un cadre organisé. Pourtant, avec la modernisation de nos modes de vie, nous bougeons de moins en moins. L'automobile, les écrans, la robotisation ont réduit nos efforts physiques quotidiens, augmentant ainsi notre sédentarité. Aujourd'hui, seulement 33% des filles et 51% des garçons de 6 à 17 ans atteignent les recommandations d'activité physique, 1 heure par jour. Chez les adultes, 8 personnes sur 10 passent plus de 3 heures par jour devant les écrans de loisirs et près de 20% restent assis plus de 7 heures par jour. Mais alors, comment inverser la tendance ? Depuis 2011, l'activité physique est officiellement reconnue en France comme une thérapeutique à part entière, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, la dépression ou encore certains cancers. C'est ce qu'on appelle le sport sur ordonnance. Aujourd'hui, de nombreux médecins prescrivent de l'activité physique pour renforcer la santé et le bien-être de leurs patients. En 2019, cette démarche a franchi un cap avec la création des maisons sport-santé. Ces espaces accompagnent toutes les personnes, malades ou non, qui souhaitent débuter ou reprendre une activité physique en les conseillant pour une pratique en toute sécurité. En 2024, avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, le sport devient la grande cause nationale et le sport santé est au cœur des initiatives. Plus que jamais, il est essentiel de retrouver le plaisir de bouger pour mieux vivre,
pour notre santé physique, mais aussi mentale. Comme le disait déjà le poète Juvénal, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Voilà pour la petite histoire du sport santé. Encore des éléments riches et intéressants sur lesquels on va pouvoir s'appuyer tout au long de cette émission pour pouvoir échanger avec nos intervenants. Je me tourne tout de suite vers le docteur Rachou. Docteur Rachou, donc on a pu voir sur la petite histoire du sport santé et sur le street science qu'un tiers des filles et la moitié des garçons de 6 à 17 ans atteignent les recommandations d'activité physique en France, je précise. Et chez les adultes, la moitié des femmes et plus de 2 tiers des hommes déclarent atteindre ces recommandations. De notre côté, ce qu'on voyait sur le micro-trottoir, c'est que également les Réunionnais interrogés se déclarent plutôt actifs finalement. Donc, quels en sont finalement les tenants et les aboutissants aujourd'hui? Où en est-on des pratiques des Réunionnais spécifiquement? Alors, en ce qui concerne les adultes, les données sont plus ou moins concordantes avec les données mentionnées. Donc, on dispose de données grâce à l'enquête baromètre santé Drôme de Santé publique France qui a interrogé les 85 ans, pardon. Et alors, j'ai une petite diapo pour illustrer ce propos. Et alors, d'après les résultats, donc il date de 2021, 61% des Réunionnais pratiquent une activité physique selon les recommandations de l'OMS, à savoir au minimum 150 minutes par semaine au cours des 7 derniers jours. Pour autant, on va temporiser ces résultats puisqu'on a une grande différence entre les hommes et les femmes, puisque c'est 70% des hommes et seulement 53% des femmes. Donc on retrouve là les chiffres que vous avez cités tout à l'heure. L'étude, elle mesurait également la sédentarité. Et donc là, on a 4 Réunionnais sur 10 qui sont sédentaires selon les définitions de l'OMS, c'est-à-dire qui passent au minimum 3 heures par jour devant les écrans, en dehors du travail, et ou 7 heures par jour assis en jour de semaine, en dehors des week-ends. Donc ça, c'est chez les adultes. Et la sédentarité, elle est beaucoup plus élevée chez les plus jeunes adultes que chez les plus âgés. En ce qui concerne les adolescents, les collégiens et les lycéens, donc ce sont les données dont on dispose grâce à l'enquête en classe réalisée en 2023. Alors là, les résultats, ils sont moins bons, on va dire. On a en gros 31%, donc presque un tiers des adolescents, collégiens et lycéens interrogés qui pratiquent une activité physique régulière. Mais si on regarde la proportion de ceux qui suivent les recommandations de l'OMS, donc à savoir ce qui a été dit, 1 heure par jour, tous les jours, on n'est plus qu'à 13%. Donc, et avec des différences nettes entre les garçons et les filles. Donc si on regarde l'ensemble des indicateurs de toute façon d'activité physique montrent toujours des différences entre les garçons et les filles, plus d'activité chez les garçons que chez les filles. Et là, cette proportion d'activité recommandée tous les jours, elle n'est plus que de 17% chez les garçons et de 9% chez les filles, avec également un résultat qui est notable, c'est une diminution très importante du taux de pratique d'activité physique et ou d'activité sportive entre le collège et le lycée. Sur le graphique là, vous avez en bleu foncé les chiffres des collèges et en turquoise ceux des lycées, et on voit bien que quel que soit l'indicateur, le niveau d'activité diminue. Et donc, au final, les résultats à La Réunion, ce qu'ils montrent, et ce qui rejoint les données globales, c'est une activité physique qui va être moins importante chez les femmes, les personnes plus âgées et les populations précaires, et une sédentarité, puisqu'il faut mixer les deux, une sédentarité qui est beaucoup plus marquée chez les jeunes. Très bien. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors, c'est intéressant parce que ces chiffres-là ne sont pas forcément concordants avec les propos qui peuvent être donnés à La Réunion, mais par les Réunionnais, mais on se rend compte qu'il y a aussi de grosses différences entre les garçons, les filles, les femmes et les hommes. Donc ça peut nous interpeller finalement sur aussi la compréhension que peuvent en avoir le grand public sur ces notions d'activité physique, de sport, d'activité de loisirs, d'activité de la vie de tous les jours. On voit sur le reportage que des personnes peuvent avoir aussi une activité physique dans le cadre de leur métier. Donc, pour y voir un petit peu plus clair dans tout ça, je me tourne vers Olivier. Olivier, on a souvent des définitions un petit peu différentes par rapport à cette notion de sport, d'activité physique, je le disais. Qu'est-ce qui différencie pour vous ces différentes notions? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des définitions ou des données
probantes ou sur lesquelles on peut s'appuyer. Et dernière question, est-ce que vous avez, quelles sont les recommandations, docteur Rachou en a parlé à l'instant, quelles sont les recommandations de pratique finalement en fonction des différents âges de la vie? Effectivement, Sébastien, vous avez raison, il faut différencier ces différentes notions. On a parlé tout à l'heure de sport, et derrière cette thématique, le mot sport, on va retrouver souvent l'esprit de compétition, l'esprit de performance, d'objectif, ce qui n'est pas accessible à toutes et à tous. On va aussi différencier l'activité physique de loisir, où par exemple une personne va s'inscrire à un cours de Zumba parce qu'elle y prend plaisir, mais c'est déjà aussi organisé et structuré. Par exemple, le mardi soir, tous les mardis, une fois par semaine, elle s'organise pour aller à son cours de Zumba. Et on va différencier une autre notion, la personne active, donc l'activité physique en elle-même. Eh ben, l'activité physique en elle-même, c'est jardiner, c'est se balader à pied, aller à pied à la boulangerie. Voilà, c'est toutes les activités physiques quotidiennes qu'on peut retrouver. À travers ces différentes définitions, il va y avoir des recommandations. Donc, pour l'activité physique aujourd'hui, quelles sont les recommandations de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé? Si on est sur une activité physique légère, comme la marche lente ou faire son jardinage, ce qui est conseillé, c'est 45 minutes par jour. Quand on est en activité physique modérée, alors quelle est l'activité physique modérée? Il faut différencier ces différentes intensités. L'activité physique modérée, c'est par exemple, je suis en train de parler avec vous, mais je suis un peu essoufflé. Et là, c'est 30 minutes par jour. Et voilà les différentes notions qu'on va pouvoir différencier. Autre chose aussi, on parle maintenant aussi en termes de pas. Quel est mon nombre de pas que j'effectue par jour? La dernière étude que j'ai vue, moi, dernièrement, il faut faire au moins 8000 pas par jour pour, justement, entretenir sa santé. Et pour entretenir sa santé, en fait, derrière l'activité physique, il va y avoir 5 notions. Qu'est-ce qu'on va devoir entretenir? On va devoir entretenir sa souplesse, sa force, son équilibre, sa respiration, son endurance. Et ces 5 piliers de l'activité physique vont nous permettre de garder un capital santé pour mieux vieillir et mieux grandir. Ces 5 piliers font de ce qu'on appelle la condition physique. C'est ça, la condition physique qu'on va entretenir derrière l'activité physique. Par exemple, la souplesse, on en a besoin par exemple pour faire son jardin. L'endurance, on en a besoin pour monter les escaliers d'un immeuble. La respiration, on en a besoin parfois pour gérer un petit peu le stress au quotidien. L'équilibre, on en a besoin pour ne pas chuter. Ça concerne beaucoup les personnes âgées, la prévention des chutes. Et puis, il me manque la force. Par exemple, quand on va faire son marché forain, on a besoin de force pour porter un petit peu les courses. Donc voilà. Très bien. Donc ça, c'est sur le volet activité physique, sport. On a bien compris un peu la différence entre les différents champs. Sur la sédentarité et l'inactivité physique, on parle souvent de ces deux termes-là. Comment on peut différencier les deux? Alors, quelqu'un de sédentaire, ce qu'on dit, c'est quelqu'un qui est assis comme nous aujourd'hui, 7 heures par jour. Quelqu'un qui est inactif, c'est la personne qui ne va pas atteindre les recommandations que je vous ai dites tout à l'heure. Donc, comment un petit peu casser cette sédentarité? Finalement, c'est se dire qu'est-ce que je vais faire au quotidien pour bouger, mieux bouger. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un métier sédentaire, par exemple, qui est derrière un bureau tous les jours, ou un étudiant qui est dans un amphithéâtre tous les jours. Il peut, par exemple, se garer un peu plus loin de son lieu de travail, aller à pied et augmenter son nombre de pas. Quand on est sur un lieu de travail où il y a des ascenseurs et des escaliers, on va éviter les ascenseurs, mais on va prendre les escaliers. Finalement, entretenir ce capital, son nombre de pas, va permettre une meilleure santé. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications. J'en profite donc pour interpeller le Dr Folsena qui est en visio. Si on comprend bien, donc on est inactif à partir du moment où nous n'atteignons pas les recommandations finalement de l'OMS en termes d'activité physique. De l'autre côté, on a un rythme de vie de plus en plus sédentaire aussi, il faut le reconnaître, avec surtout à La Réunion, les bouchons, les embouteillages, le travail souvent bureautique derrière les écrans. Donc j'ai envie de poser la question au Dr Folsena. Dr Folsena, est-ce qu'il y a une véritable différence du point de vue de la santé, de l'inactivité physique et de la sédentarité? Et finalement, est-ce qu'il est plus dangereux d'être inactif ou d'être sédentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Oui, alors effectivement, ce sont des notions différentes avec des risques différents. Donc,
Olivier Dubarry a très bien expliqué la différence entre l'inactivité physique, ce sont des personnes qui ne font pas les 30 minutes d'activité physique modérée réglementaire par jour, et celles qui sont sédentaires, ce sont celles qui restent plus de 7 heures par jour assises. On a donc des profils différents. Nous avons donc des personnes qui, faisant les 30 minutes réglementaires d'activité physique, dès qu'elles ont terminé, on se précipite sur le smartphone ou sur les écrans en se disant qu'on a fait le job. Et ensuite on reste devant cet écran toute la journée. Et ben ça, c'est pas un bon comportement parce que ça entraîne aussi des risques indépendants pour la santé. Et probablement, alors pourquoi? Eh ben, cette sédentarité n'est pas annulée, réversée par l'activité physique qu'on a pourtant faite 30 minutes aujourd'hui. Eh ben, parce que probablement c'est plus compliqué que ça. Il s'agit non seulement de la santé physique, mais aussi il s'agit aussi de la santé mentale, de la santé sociale, c'est-à-dire c'est un peu la relation à soi-même, la relation au vivant et puis la relation aux autres. Et ce type de relation, probablement, c'est ça, lorsqu'elles sont équilibrées, qui nous donne de l'énergie, de la joie de vivre et au final du bien-être. Merci beaucoup pour ces retours. Je citais tout à l'heure en introduction le professeur François Carré. Alors je reviens un peu sur une citation qu'il a dit, Dr Folsena, il disait « La sédentarité est une maladie et elle tue ». Est-ce qu'effectivement on peut voir la sédentarité comme une maladie et comment c'est pris en compte aujourd'hui? Comment vous pouvez... Oui, le professeur Carré, en effet, vous avez bien fait de le citer parce que c'est une figure emblématique de la médecine française qui, depuis 40 ans, défend l'activité physique et la lutte contre la sédentarité auprès des professionnels de santé, du grand public et des politiques. Et il dit en effet la chaise tue, et il a des chiffres à l'appui puisque c'est à peu près 55 000 personnes par an, et c'est un facteur de risque aussi important probablement que de fumer. C'est-à-dire que nous devrions, il nous invite à changer de façon de penser. C'est-à-dire que nous, on se dit, quand on bouge, ah, bah, ça fait du bien. Alors lui, il nous dit, quand on est assis, on doit se dire, oula, là, on est trop assis, il faut commencer à bouger parce que là, c'est pas bon pour notre santé. Et c'est un peu ce que nous dit notre montre, vous savez, lorsqu'elle est connectée, qu'elle commence à vibrer parce que bah, précisément, c'est le moment de bouger. Et il parle de données extrêmement alarmantes qui sont avérées et qui sont publiées dans des journaux de référence. En particulier, les données concernant les enfants de 6 à 11 ans, ceux qui sont inactifs, c'est-à-dire moins de 60 minutes par jour d'activité physique et qui passent plus de 4 heures devant un écran, ces enfants-là ont de sérieux risques de développer un infarctus du myocarde à l'âge de 30 ans. Donc vous avez bien entendu, c'est 30 ans. Nous, plutôt, l'infarctus du myocarde, c'est plutôt une personne de 45-50 ans. Eh bien, ces enfants, à terme, ont un risque important de développer cette maladie grave. On voit aussi à La Réunion des diabètes de type 2. Vous savez que c'est ce qu'on appelle le diabète de la maturité, donc métropole 50 ans. À La Réunion aussi, très souvent, vers l'âge de 30 ans, et bien maintenant à La Réunion, nous voyons des adolescents de 16 ans qui développent un authentique diabète de type 2. Et donc, il est temps effectivement de réagir à cela. Et donc, nous, les parents et les grands-parents, on se doit d'accompagner, de trouver des solutions pour diminuer les temps d'écran pour ces enfants, d'aller autant que possible à l'école à pied. Et puis, c'est aussi à nous de rencontrer les élus et de discuter avec les personnes du territoire pour rendre la ville à la fois accueillante pour les enfants, pour qu'ils aient des espaces pour jouer au pied des immeubles et aux abords des écoles également. Oui, effectivement, merci beaucoup pour ces retours. Effectivement, on va en parler tout au long de cette émission et merci de le rappeler. Il existe, et je le disais en introduction, la stratégie régionale aujourd'hui sur le développement du sport santé à La Réunion. Donc toutes ces questions de plaidoyer et puis de
d'appui auprès des collectivités et des décideurs est un élément central aussi pour pouvoir développer le sport santé. Merci beaucoup. Alors, on dit aujourd'hui, c'est un petit peu un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne va plus travailler sur de la mobilisation pour faire de l'activité physique, mais plutôt des risques qui sont en lien avec la sédentarité. Et je crois que le corps, il est naturellement fait pour bouger. Et donc, on ne doit plus se poser la question de l'intérêt de bouger. On doit le faire de manière naturelle, plutôt de voir l'intérêt qu'on a à ne pas bouger et les risques qu'on a à ne pas bouger. Peut-être que c'est un changement aussi de discours qu'on pourrait avoir dans nos actions. Je me permets de me retourner à nouveau vers Dr Rachou. Dr Rachou, alors, une fois qu'on a fait le constat de ça, comment faire et finalement, quelles sont les motivations des Réunionnais à pratiquer une activité physique régulière? Qu'est-ce qu'ils mettent en avant finalement comme raison? Alors déjà, je pourrais dire que tout a été dit dans le petit reportage. Les gens sur le marché ont cité l'ensemble des motivations qui peuvent amener à faire une activité physique. Alors, il y a une enquête qui a été réalisée par l'université en 2021 sur l'activité physique et sportive et qui interrogeait les 15 ans et plus. Et alors, parmi ceux qui faisaient une activité physique et sportive, les motivations qui arrivaient largement en tête, en premier, c'était la santé, à plus de 73%. Pas loin justement, juste derrière, c'était le bien-être. Et le troisième motif, c'était le plaisir. L'amusement, le plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi interrogé sur les freins à pratiquer une activité physique parmi ceux qui n'en faisaient pas. Et on retrouve, premier motif, le manque de temps. Bon, c'est classiquement ce qu'on évoque, ce que ceux qui ne font pas d'activité physique évoquent. En deuxième, la santé. Et en troisième, le manque de motivation. Donc on voit bien que la santé, c'est à la fois un moteur pour pratiquer une activité physique, mais c'est parfois aussi un frein. C'est ce qui est retrouvé dans d'autres études, notamment quand on travaille sur des populations spécifiques qui sont atteintes de maladies chroniques ou des personnes en situation de handicap, la crainte de ne pas pouvoir le faire ou d'avoir mal, de se blesser. Très bien. Donc, bon, tout est dit, mais en même temps, il y a encore un peu de chemin à parcourir. Docteur Folsena, si on devait résumer en quelques mots, parce que je crois qu'aujourd'hui on est assez averti sur les bienfaits quand même de l'activité physique, mais si on avait à résumer en quelques mots ce que nous apporte finalement cette activité physique sur notre corps, vous le disiez tout à l'heure, hein, le corps physique, le corps mental, enfin la psychologie ou la santé mentale et également la santé sociale, comment on pourrait résumer un peu ces bienfaits? Vous parliez de précocité tout à l'heure de l'apparition de certaines maladies chroniques, donc j'imagine que c'est un facteur protecteur aussi dans cette apparition. L'activité physique et thérapeutique permet de diminuer l'apparition des pathologies chroniques, c'est-à-dire le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais aussi les maladies mentales, le cancer. Et lorsque malheureusement ces maladies apparaissent, eh bien, il est encore très important de poursuivre, de continuer à être actif, parce que ça permet peut-être de diminuer le recours aux médicaments. Et lorsque les médicaments sont indispensables, ça permet de rendre ce médicament plus efficace. Et du coup, ça permet d'éviter ce qu'on appelle l'escalade thérapeutique, c'est-à-dire cet empilement de médicaments avec des ordonnances qui contiennent 6, 10 molécules différentes. On va justement parler plus tard dans notre émission de la prescription d'activité physique ou du sport sur ordonnance. Ça sera l'occasion de revenir sur cette thérapeutique finalement non médicamenteuse. On en reparlera tout à l'heure. Olivier Dubarry, donc vous êtes enseignant en activité physique adaptée. Si on regarde un petit peu le quotidien de beaucoup de personnes aujourd'hui, particulièrement à La Réunion, et c'est le cas aussi dans des grandes villes en métropole, si on fait le quota sur une journée, on arrive finalement pas loin de plus de 7 heures à 10 heures de position assise ou en tout cas de dépenses énergétiques proches de celles de repos. Finalement, quels conseils on pourrait donner à ces personnes qui passent autant de temps dans leur lieu de travail, dans les bouchons ou ailleurs, en position assise, en position de repos? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil? Justement, comme conseil, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur donner? C'est essayer de bouger sur le lieu de travail. Tout à l'heure, je vous
vous montrerai peut-être quelques mouvements à plaisir. faire. On parlait du temps d'écran qui est assez important aujourd'hui. C'est aussi peut-être mettre une bonne série à la télé et puis en profiter pour faire une activité physique, faire des mouvements devant sa télé, etc. etc. Et comme l'a dit le docteur, il faut aussi que par exemple, les enfants ou les adultes privilégient la marche à pied pour aller sur le lieu de travail et à l'école. Donc finalement, pour donner un exemple, sur son lieu de travail, on peut se lever. Allez, ce qui est conseillé, c'est Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques gestes là? Allez, je peux essayer de vous montrer quelques gestes. Je vais devoir lâcher mon micro, par exemple. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Donc on peut imaginer que là, on est sur son lieu de travail, en train de téléphoner. Et par exemple, pour limiter la sédentarité, en appelant, on peut juste simplement monter les genoux. Donc là, c'est tranquille. On est derrière, personne ne nous voit parce qu'imaginons qu'on a un bureau et puis on peut téléphoner en même temps, etc., etc. Donc là, on peut continuer à bouger, ça limite le temps de sédentarité. Et puis après, on peut continuer. On peut par exemple tendre une jambe, ramener les orteils vers le genou, faire des petits mouvements, tout en respirant et tout en parlant. Et là, ça muscle le quadriceps, la cuisse. Vous voyez, on est très actifs quand même sur le plateau. Ceux qui sont à l'aise, tapez un mail, hop, on va changer de jambe et on va ramener les orteils vers le genou, etc., etc. Après, autre exemple que je peux donner, il nous arrive souvent. Est-ce que vous pouvez reprendre le micro? Autre exemple que je peux donner, il nous arrive par exemple de nous lever de notre chaise pour aller dans un autre service, etc. On peut se lever de cette manière. On peut par exemple croiser les mains et se lever et se déplacer. Et si par exemple on s'est levé une dizaine de fois dans la journée, on a fait 10 squats. Voilà un petit peu les mouvements qu'on peut faire. Ces mouvements sont réalisables devant son émission préférée, au travail, etc., etc. Mais il faut, comme tu l'as dit tout à l'heure Sébastien, il faut un changement d'habitude. Il faut que les entreprises et les écoles mettent en avant ces petits mouvements. Pour leurs salariés. On a parlé tout à l'heure de prévention. Le fait de bouger comme ça au quotidien va limiter aussi ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants et les adultes d'aujourd'hui avec la sédentarité, on est un peu tous comme ça. Et donc, du coup, en bougeant, on va pouvoir améliorer tout ce qui est douleur au dos, tout ce qui est douleur aux épaules, etc. etc. Et améliorer la posture aussi. Voilà, améliorer la posture. Et donc, il faut amener l'activité physique sur les lieux de travail. Il faut que les entreprises privées, donc les patrons, même la fonction publique, comprennent que des temps d'activité physique permettent aux salariés d'aller vers un mieux-être. Autre chose, je me permets, j'entendais l'autre fois des parents qui me disaient dans une cour d'école qu'ils avaient des consignes parfois, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais ils avaient certaines consignes de ne pas courir dans la cour de récréation. Mais on marche sur la tête. On ne peut pas dire aujourd'hui à un enfant d'une école primaire de ne pas courir, de ne pas sauter. Ça fait partie de son développement moteur. On a parlé tout à l'heure de la sédentarité. L'avenir les adultes de demain sont nos enfants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les cours d'école, il faut permettre à nos enfants de jouer à cache-cache, de jouer au maire, de bouger, etc., etc. C'est détruire leur santé, d'avoir des consignes, de ne pas courir, etc. Bien sûr, avec des règles, mais il faut faire attention à ça, puisque ces enfants, quand ils vont rentrer chez eux, peut-être de plus en plus on habite dans des immeubles, donc ils n'ont pas accès à des espaces verts, donc ils vont rester chez eux, devant des écrans. Et si on leur a dit à l'école de ne pas bouger, on participe, comme l'a dit le docteur, à peut-être un infarctus de myocarde à l'âge de 30 ans. Et c'est aussi un enjeu de santé publique avec des parcs de santé, des jeux d'enfants, des jeux pour adultes, des espaces verts pour faire bouger l'ensemble de la société. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors c'est vrai que ce qu'on dit, en tout cas ce qu'on entend, c'est qu'un pratiquant, au plus il est jeune, au plus il va pratiquer jeune, au plus c'est un futur pratiquant plus tard. Alors pas forcément un grand sportif, mais en tout cas un pratiquant régulier plus tard. Et donc forcément ça va venir protéger sa santé et améliorer sa qualité de vie. Dernière question, Dr Folsena, si je peux me permettre, vous vous étiez présenté tout à l'heure en tant que participante, je ne sais pas si vous êtes présidente, mais de l'association Marche Urbaine 974. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous préciser finalement en quoi consiste cette association et qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, la marche urbaine, c'est un dispositif d'une marche lente à 3 km/h, encadré par un professeur de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire le métier d'Olivier Dubarry. Je pense que c'est un métier nos futurs professionnels de santé finalement, et que ce métier, leur activité devrait être remboursée par l'assurance maladie, parce que ce sont eux qui vont nous accompagner dans nos pathologies chroniques et dans notre façon de bien vieillir. Et donc cela permet à ces personnes qui sont sédentaires de mieux connaître leur quartier et de repérer dans la ville des circuits qui leur permet ensuite de circuler en autonomie et d'éviter de prendre la voiture. L'objectif à terme, ça serait qu'il y ait un groupe de marche urbaine dans chaque quartier prioritaire de la ville, à La Réunion. Il y en a à peu près une 50aine, de façon à contrer l'isolement et la sédentarité. Très bien. Donc, association très intéressante. Effectivement, on est encore une fois sur la question du plaidoyer auprès des collectivités, améliorer les infrastructures notamment, et puis développer des bonnes initiatives locales pour pouvoir justement mettre les personnes en mouvement. Mais écoutez, nous arrivons au terme de cette première partie. Je tenais à vous remercier pour tous ces précieux éclairages que vous avez pu nous apporter. De notre côté, on va continuer quand même notre émission. On a encore un vaste programme à traiter. Et voilà, je tiens à vous remercier pour votre participation. Maintenant, place à la deuxième partie, si vous le voulez bien, donc dédiée à la stratégie régionale sport, santé, bien-être. Donc, deuxième partie dédiée à la stratégie régionale sport, santé. Cette stratégie régionale sport-santé s'inscrit dans le plan national sport-santé bien-être et plus particulièrement dans le plan national de santé publique intitulé Priorité prévention. La stratégie nationale sport-santé 2019-2024 est donc déployée par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative et porte l'ambition de mettre ou de remettre en tout cas les Français en mouvement sur tous les territoires, de déployer des pratiques adaptées, accessibles, et encadrer et de faire reconnaître pleinement le rôle majeur des activités physiques et sportives pour la santé physique et mentale de chacun. On a pu le voir précédemment sur notre première séquence. Cette politique s'inscrit pleinement dans l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Alors comment se traduit cette politique à l'échelle régionale? Quels sont les axes de travail prioritaires au regard des besoins du territoire? Et qui sont les acteurs professionnels qui interviennent dans la promotion du sport santé? Voilà des questions que nous allons poser et tenter d'élucider avec nos intervenants qui viennent de nous rejoindre sur le plateau et en visio également. Donc bonjour à tous et merci d'être présents cet après-midi pour cette deuxième séquence. Donc avant d'entamer ce vaste sujet, je vous propose de faire un petit tour des présentations. Il me semble qu'il y en a certains qui ont déjà eu l'habitude de venir sur le plateau ou qui ont déjà eu cette expérience. Je vais quand même commencer par Dr Drevon, puisque vous êtes en visio et cette fois-ci en métropole avec le décalage horaire. Et puis, donc, merci beaucoup d'être présent malgré vos obligations. Je sais que vous êtes très chargé en ce moment. Merci beaucoup. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Donc, je suis médecin du sport, ancien sportif de bon niveau et spécialiste du sport santé, on peut le dire à La Réunion. Et tout nouvellement, médecin fédéral du sport boule, chargé du sport santé en France, pour le sport boule. Très bien, merci beaucoup. Vous avez d'ailleurs une belle vue derrière vous, c'est magnifique. Donc sur le plateau avec nous, je me tourne vers Vincent Waro, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, donc merci pour l'invitation. Et donc Vincent Waro, je suis professeur de sport à la DRAGES de La Réunion. C'est un service déconcentré du ministère des Sports. Aujourd'hui, l'appellation, c'est Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, en charge du sport santé, de la thématique sport santé et notamment de la déclinaison de la stratégie nationale sport santé régionalement. Très bien. Vous allez pouvoir nous apporter plein d'éclairages sur cette stratégie régionale. Merci beaucoup. Et dernier invité, Grégory Kaderbi. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Bonjour. Merci pour l'invitation également. Donc Grégory Kaderbi, je suis de profession enseignant en activité physique adaptée et directeur de Vital Sport Santé, qui est une structure qui propose aujourd'hui des services dans le domaine de l'activité physique adaptée à La Réunion et représentant des EAPA sur l'île. En plus de ça.
Donc, très bien, merci beaucoup en tout cas d'être présent avec nous. Alors vous êtes tous les trois fortement investis dans le développement du sport santé à La Réunion. Vous faites même partie des pionniers, en tout cas des acteurs incontournables sur ce sujet, tout comme l'Office municipal des sports, je me permets de penser à eux, l'Office municipal des sports et de l'éducation populaire de Saint-Paul, qui ont été dans les premiers travaux finalement de développement, notamment du sport sur ordonnance il y a quelques années. Et si je ne me trompe pas, ces travaux-là sur l'organisation du sport santé à La Réunion, elles datent de 2016 à peu près, en tout cas elles se structurent à partir de 2016, à l'issue de la conférence de consensus sur le diabète qui avait été organisée par l'Agence régionale de santé à l'époque. Et donc, cette conférence régionale de santé a permis... Cette conférence de consensus a permis finalement de mettre à l'honneur l'activité physique et les bien-être de l'activité physique sur la santé et d'en faire une des priorités d'action du territoire. Donc forcément, cette activité physique est un peu différente de l'activité sportive telle qu'on peut la voir de manière très compétitive, très encadrée. Du coup, je me permets de me retourner vers Vincent Waro. Vous êtes donc en tant que représentant de la DRAGES aujourd'hui vraiment... la cheville ouvrière du développement du sport santé à La Réunion par le biais de la stratégie régionale sport santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment ça se traduit sur le territoire? Quels sont ces enjeux? Je vais essayer de vous résumer rapidement. Oui, on est vraiment face à une lame de fond sur le plan sociétal déjà depuis quelques années, bien avant la loi de 2016 de modernisation de la santé qui introduisait la possibilité de prescrire l'activité physique. On est sur une tendance depuis 2012, en tous les cas 2011 avec la HAS, tout à l'heure on en discutait derrière le plateau. 2012, les premières actions et les différents plans nationaux qui ont commencé à se mettre en place avec une logique de soit plan national ou soit de stratégie nationale. On est maintenant sur une stratégie nationale sport-santé avec comme objectif de déployer vraiment une offre sécurisée de qualité également et de faire jouer en fait un peu comme un chef d'orchestre. Mais on n'est pas les seuls. Donc le ministère des Sports, des Sports et de la Jeunesse et de la Vie associative n'est pas le seul sur ce pilotage. On est copilote avec le ministère de la Santé. Donc il ne faut pas oublier que sans cette stratégie donc déclinée par l'ARS de La Réunion, donc on est vraiment deux chefs d'orchestre, on va dire, sur cette thématique qui font rencontrer deux mondes, le monde de la santé et le monde du sport, avec comme objectif vraiment de déployer en tous les cas des environnements favorables actifs à un mode de vie pour qu'on puisse faire en sorte que les gens fassent plus d'activités et trouvent un environnement adéquat pour pouvoir pratiquer. Donc ça engage tous les acteurs, collectivités territoriales, le mouvement sportif, les institutions, les clubs, nos clubs de quartier, l'école également, le monde de la santé également et le monde du sport. Donc c'est un véritable maillage territorial. Véritable maillage et une dynamique territoriale à faire. On voyait juste à l'instant l'infographie qui nous permet d'avoir un petit peu plus d'informations autour de la stratégie régionale sport santé et on voit véritablement qu'il y a un enjeu de coordination des acteurs sur le territoire. Oui, tout l'enjeu est d'apporter cette coordination et des repères parce que l'objectif est vraiment d'apporter un repère tant sur le plan de la réglementation parce qu'on a évolué aussi sur le plan législatif et réglementaire parce que cette politique publique, c'est un enjeu de santé publique, un enjeu majeur de santé publique avec toutes les difficultés qu'on a sur le plan sanitaire, de tout ce qui peut nous arriver. Donc on a porté en tout cas des orientations sur une stratégie régionale sport santé depuis 2016, la conférence des consensus qui s'est vraiment mise en œuvre avec un plaidoyer, une gouvernance, une labellisation, la formation des acteurs sur le plan régional et une communication. Tout à fait. Donc on voit l'importance aussi de l'aspect réglementaire qui permet de cadrer un certain nombre de choses et qui nous permet en tout cas d'avoir une stratégie beaucoup plus cadrée et cohérente. Oui, ça amène déjà qu'on parle le même langage parce que c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui avec la multitude des acteurs. Il faut savoir que le sport est une compétence partagée. Tout le monde se l'approprie à sa façon. Ça peut partir des collectivités territoriales en étant à la région avec un service des sports, les institutions telles que nous au niveau ministère des Sports, les collectivités au travers de leur service des sports, les clubs sportifs et le mouvement sportif. Donc tout cet appareil, en tous les cas, tous ces acteurs-là, il faut les faire jouer, il faut qu'on parle le même langage et c'est d'où l'intérêt d'avoir des repères et donc d'où la labellisation des créneaux qu'on en parlera très certainement par la suite
pour agir collectivement, globalement, mais surtout plus pas à côté, mais ensemble. Vraiment, c'est la philosophie et ça fonctionne très bien à La Réunion. On a vraiment des acteurs formidables et moi, je tiens à les remercier tous. Dr Folsena, l'ORS, l'Observatoire Régional de la Santé, Thierry, qui est de loin mais qui se permet d'être disponible, et Olivier, Grégory et vous, et Promotion Santé La Réunion. Donc vraiment merci en tous les cas à tous ces acteurs parce qu'on est vraiment dans une belle dynamique. Mais on doit continuer, on a encore des choses à faire. Ouais. Et il me semble d'ailleurs qu'on est un peu envié par certaines régions en métropole parce qu'on arrive justement à travailler de concert. Oui, ici, alors est-ce que c'est le territoire du fait qu'on soit insulaire, tout seul dans notre petit caillou dans l'océan Indien, mais c'est vrai que la plupart des acteurs du monde, les professionnels de santé, les professionnels du sport, on arrive quand même à se mettre autour d'une table et à travailler ensemble. Et ça, c'est globalement très, très confortable. Alors justement, par rapport à ce que vous dites, effectivement, c'est tisser des liens entre ces deux mondes-là, le monde de la santé avec l'ensemble des professionnels de santé qui le composent. Alors, je ne vais pas être exhaustif dans la liste, mais je pense bien entendu aux médecins, aux masseurs-kinésithérapeutes, et malheureusement, on n'a pas eu la chance d'en avoir là cet après-midi sur l'émission, mais on pense aussi à eux comme des acteurs majeurs de l'activité physique et du sport santé, et également des ergothérapeutes, des psychomotriciens, donc tous ces professionnels qui figurent dans la réglementation aujourd'hui qui est posée. Et de l'autre côté, on a le monde du sport avec les éducateurs sportifs, avec les dirigeants, avec les bénévoles, qui sont aussi des acteurs primordiaux sur lesquels il faut compter aujourd'hui pour développer tout ça. Docteur Drevon, a priori, ce sont deux mondes que tout oppose, par définition. Est-ce que vous, avec votre expérience, avec tout ce que vous avez pu mettre en place sur le terrain, comment vous voyez cette collaboration et quelle association on peut faire justement entre ces deux mondes-là? Aujourd'hui, quelle est votre position en tant que médecin du sport? Alors, il y a plusieurs questions. Je ne pense pas que tout nous oppose. D'abord parce qu'on était ensemble lorsqu'on parlait que du sport pour la performance et du sport compétition. On travaillait déjà avec des préparateurs physiques, avec des kinés, parfois des ergos. Donc on se connaît déjà. Le problème a été de passer de la formation à la performance à la formation en sport santé. Mais les gens motivés se sont retrouvés. Donc il n'y a pas eu de problème. Quelques petits problèmes au début parce que c'était mal cadré, entre kinés peut-être et enseignants à pas, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre et tout le monde travaille main dans la main, en tous les cas surtout à La Réunion. Et d'ailleurs, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, la multiplicité de ces dispositifs et les variations de ces dispositifs font que parfois c'est un kiné responsable, parfois c'est un EAPA qui est responsable de projet, parfois c'est un psychomotricien, parfois c'est un médecin. Donc on voit que finalement on travaille bien tous main dans la main. Vous m'avez demandé après ma position de médecin du sport. Je crois que les médecins du sport sont tout à fait conscients et jouent le jeu. Par contre, pour les enjeux, effectivement, nous sommes en retard, c'est la formation des médecins généralistes, en particulier sur le sport sur prescription, le sport sur ordonnance, parce que là, je ne sais pas s'il y a un frein, une peur, mais en tous les cas, nous n'arrivons pas à faire progresser énormément la formation des médecins généralistes, et donc la balle est dans notre camp, très nettement. Oui, effectivement, on pourra y revenir sur cette formation, en tout cas sensibilisation des professionnels de santé, notamment des médecins, puisque ça fera l'objet d'un retour tout à l'heure suite au reportage. Donc, je vous parle d'un reportage. Pourquoi? Parce qu'on va illustrer nos propos aujourd'hui sur cette stratégie régionale sport santé et puis finalement le développement d'initiatives sur le territoire qui sont proposées aujourd'hui. Un reportage qui a été fait dans la commune du Tampon, qui est très active aussi dans le domaine du sport santé et qui offre finalement une diversité, une variété d'activités physiques. Donc je vous laisse regarder ce reportage et on revient tout de suite après. Le métier d'un enseignant en activité physique adaptée, c'est d'adapter la pratique pour des personnes qui ont des maladies chroniques en situation de handicap. Il est là pour évaluer, orienter et concevoir des activités physiques adaptées pour des personnes. Depuis 2 ans, le maire et son conseiller municipal a mis en place un dispositif, c'est le tampon La Santé par le sport. Donc on a 2 approches au niveau de la commune. Le sport santé pour tous, c'est ce qu'on appelle le sport dans les quartiers. C'est pour des personnes qui n'ont pas forcément de soucis, ils ont de bonnes conditions physiques, ils ont quelques limitations légères, mais ils peuvent faire de l'activité physique.
Et on a le sport sur prescription, qui est un dispositif où c'est le médecin qui prescrit une activité physique adaptée et ils viennent ensuite en séance avec moi ou d'autres éducateurs. Le sport sur prescription, ça regroupe 3 approches. Le sport sur ordonnance pour des personnes qui ont des maladies chroniques. On a une deuxième approche, c'est le sport santé évasion. Donc là, c'est tout ce qui touche à la santé mentale. Et le sport maternité pour les femmes enceintes. Dans mes séances, en général, ils ont 10 minutes d'échauffement en général sur machine pour se mettre en route, accélérer le rythme cardiaque. Ensuite, je fonctionne en circuit training. On va utiliser à chaque fois, on va travailler les 5 capacités fondamentales pour une bonne condition physique. Donc la force, la souplesse, l'équilibre, la coordination et l'endurance. Et à la fin de circuit training, on a 10 minutes de relaxation où là, ça sera pour jouer sur le bien-être et l'estime de soi. Merci beaucoup pour ce reportage. Un reportage encore une fois intéressant puisque on voit concrètement comment ça se passe sur le terrain avec l'encadrement des personnes. Je me tourne vers Grégory Kaderbi, donc directeur Vital Sport Santé, mais avant tout enseignant en activité physique adaptée. On voit dans le reportage là à l'instant que ce qui est important, c'est quand même l'accompagnement, l'encadrement qu'on va pouvoir proposer à ces pratiquants qui viennent pour finalement une activité physique plutôt santé bien-être. Vous, de votre côté, vous n'êtes pas professionnel de santé, vous n'êtes pas considéré en tant que tel, mais vous travaillez étroitement avec eux, avec la plupart des professionnels sur le territoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les liens que vous avez, vous, de votre côté, avec votre casquette d'enseignant en activité physique adaptée? Tout à fait, Sébastien. Avant tout, peut-être rappeler que l'enseignant en activité physique adaptée, c'est un professionnel qui est issu donc de la filière STAPS, activité physique adaptée et santé, donc il est titulaire d'une licence STAPS APAS. Et donc, pour pouvoir donc enseigner, donc pour pouvoir maîtriser le métier d'enseignant APA, il faut donc détenir donc une carte d'éducateur sportif. Ça, il faut pas l'oublier. Ensuite, pour travailler donc en tant qu'enseignant APA, on travaille sur prescription médicale avant tout. Donc, qu'on soit aujourd'hui salarié d'une structure, d'un établissement de santé, d'une association ou en libéral, la porte d'entrée avant tout, c'est la prescription. Donc, on travaille toujours sur prescription d'un médecin traitant, médecin généraliste, médecin spécialiste. Ensuite, on est toujours en collaboration avec les autres professionnels de santé qui vont graviter autour du patient. Donc, on pense notamment à nos confrères masso-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens. Et finalement, on va aujourd'hui travailler autour de plusieurs objectifs avec le patient. Chaque professionnel a un objectif de santé bien particulier. On va prendre le cas d'un patient qui a mal au dos. Aujourd'hui, le masso-kinésithérapeute va effectuer un travail un peu spécifique sur la douleur, par exemple. Parallèlement, nous, on va pouvoir travailler sur le reconditionnement physique, le reconditionnement cardio-respiratoire, le reconditionnement musculaire. Donc, cette collaboration, elle est importante pour optimiser vraiment le parcours de soins du patient, finalement. Oui, c'est une véritable complémentarité, finalement, entre les différents champs, chacun avec son champ de compétences spécifique, mais tout ça, comme on le disait tout à l'heure, en synchronisation, finalement, autour du patient, puisque l'objectif, c'est l'amélioration du bien-être du pratiquant. Alors, patient s'il a une maladie chronique ou en prévention si jamais il n'a pas encore de maladie. Tout à fait. Donc, je pense que ce mot de complémentarité, c'est quand même important. L'activité physique adaptée n'est pas une finalité. Il faut travailler en collaboration avec les autres professionnels qui entourent le patient. Donc, la porte d'entrée, le médecin et les autres professionnels qui vont graviter autour du patient pour optimiser vraiment la santé du patient, du bénéficiaire. D'accord, très bien. Du coup, on parle de sport santé. Ça regroupe ici, il me semble, à La Réunion, 2 axes spécifiques. On a le sport santé pour tous et le sport santé sur ordonnance. On l'a entendu d'ailleurs dans le reportage qu'il y a des labels qui existent sur le territoire. Vincent Ouaro, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu comment s'organise cette labellisation régionale? Qu'est-ce que ça comprend derrière? Et finalement, quels sont les différents niveaux? Est-ce qu'il y a des formations particulières? Alors, les formations, je demanderai aussi à Grégory tout à l'heure, mais voilà, comment s'organise finalement cette labellisation au niveau régional? En fait, si on peut dire, la labellisation aujourd'hui synthétise un petit peu tout ce qu'il y a en termes de législation et de réglementation pour éviter à tous les acteurs de se poser des questions sur ce qu'ils font rentre bien dans le cadre réglementaire ou pas. On a mis en place un label. Ce label, en fait, il sert vraiment de base pour créer un cadre vraiment cohérent
déjà d'une part. Et puis c'est de là où on a trouvé, et puis ça vient et ça provient aussi des instructions, des diverses instructions réglementaires et législatives qui ont fixé des limitations en termes d'intervention. C'est comme des frontières. Alors la frontière qu'on a vraiment pour faire la différence entre une activité de loisir, c'est la formation, parce qu'on est sur des activités parfois que les clubs proposent qui font du loisir, tout public. Et pourtant, on n'est pas sur du sport santé tel qu'on l'entend, nous, avec le cadre de sécurité, cadre de qualité, tel que les acteurs de la santé du sport se sont posés la question. Oui, voilà. Donc là, on tableau. voit bien là. Et donc, le premier, cette ligne de démarcation, on va dire, si on peut l'appeler comme ça, c'est vraiment la formation de l'éducateur. La personne qui intervient, l'intervenant, doit être formé en sport santé. C'était un peu la mue dont Thierry parle, Dr Drevon parle, Thierry, pour expliquer que il faut faire notre mue, mais notre mue n'était pas sur le plan... c'est de la proposition de notre offre, elle doit s'adapter à ce qu'on doit attendre d'un professionnel de l'activité physique adaptée. Alors là, on voit les EAPA, deux ils sont, labels. mais pas nous. Oui. On voit 2 labels à l'écran, donc le label Oui. Sport Santé pour tous et Sport Non. sur ordonnance. Quelle différence Alors, y a-t-il entre les deux on a appelé ça Sport Santé pour tous, l'ancienne appellation, parce qu'on est plus sur de l'activité physique qui n'ont, pour des personnes qui n'ont aucune contre-indication à la pratique de l'activité. Donc, c'est du sport santé, ils ont leur certificat médical, mais la prise en charge n'est pas la même que du loisir. Donc, les personnes doivent être formées. Ensuite, on est plus sur le sport santé sur ordonnance, le label de sport santé sur ordonnance. On est sur de l'activité qu'on appelle communément l'activité physique adaptée. Là, qui concerne, avec un champ plus élargi, des personnes atteintes d'une infection longue durée ou d'une maladie chronique ou présentant des facteurs de risque et des personnes en perte d'autonomie. Bien entendu, avec la prescription, on est là sur des dispositifs, un certain nombre d'entrées, des critères d'inclusion et d'exclusion, des programmes portés souvent par les maisons sport santé, on verra le sujet tout à l'heure, et avec des critères de sécurité qu'on voit à l'écran, qui donnent aussi des gages par rapport à ce cadre. Très bien. Donc on voit que quand même aujourd'hui, cette stratégie qui développe vraiment une dynamique intéressante sur le sport santé, n'oublie pas quand même tout le cadre réglementaire, toute la sécurité des pratiquants. On parlait de justement le lien entre le monde de la santé et le monde du sport. C'est aussi ce lien de confiance là qui peut exister entre des professionnels qui vont peut-être orienter leurs patients vers des créneaux d'activité physique, parce qu'il me semble que c'est bien des créneaux qu'on va venir labelliser et non pas des structures. Donc comment je peux orienter mon patient vers un créneau de confiance, finalement, dans lequel il sera accueilli de manière avec une grande qualité. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et de l'autre côté, comment les professionnels du sport s'investissent là-dedans. C'est ce climat de confiance, c'est vrai. On a deux mondes qui se rencontrent et c'est vraiment cette confiance entre le monde du sport et le monde de la santé, et ce climat de confiance qui doit, que ça soit en tant que porteur, que la structure qui met en place son activité porte le créneau, que l'encadrant, il y a un gage de sécurité, un label, c'est fait pour ça, c'est pour mettre en valeur, et en même temps pour nous de faire travailler le réseau, puisqu'ils rentrent dans un réseau sport santé à La Réunion, et de les faire communiquer sur les appels à projets, d'être un peu en amont sur la communication, la documentation, sur les études scientifiques, faire vraiment un réseau et de travailler ensemble dans un état d'esprit, parce que c'est vraiment de ne pas faire tout seul dans son coin, mais de faire avec. Donc c'est vraiment cet état d'esprit. Et de manière collective et coordonnée. Voilà. Très bien. Les critères de qualité, en tous les cas, ça on voyait bien qu'on a deux critères, les critères de sécurité et les critères de qualité. Et les critères de qualité sont tout autant importants, tout aussi importants, puisqu'on voit, on a des critères, on en a à peu près 5, sur les partenariats, la proximité. On engage les structures à s'engager dans cette possibilité, l'accessibilité financière, géographique, la démarche d'éducation pour la santé. Tout ceci a été réfléchi de façon collaborative. Pour le moment, on est à peu près à plus de 500 créneaux aujourd'hui qui sont cartographiés. Il ne faut pas attendre que la demande soit haute pour avoir une offre de vente. Je pense qu'il faut travailler sur l'offre. Donc, on a une belle dynamique en termes de formation des éducateurs sportifs. Également, la filière APA à l'Université de La Réunion qui travaille très bien. Les masseurs kinés qui commencent avec des prérogatives à pouvoir proposer de l'activité de façon hygiénique, vraiment, dans leurs prérogatives d'exercice. Donc, on a vraiment une émulsion qui se crée là sur le territoire, et à nous d'être vigilants aussi, parce que plus il y a de personnes, plus d'activités, plus il faut qu'on soit vigilant sur la mise en œuvre de ces activités. On a toujours comme ça. Tout à fait.
Très bien, mais merci beaucoup pour cette présentation. Alors, plus de 500 créneaux, effectivement, ça fait une offre quand même assez conséquente et puis ça va ne cesser d'augmenter, j'imagine, dans les prochains mois et les prochaines années. Docteur Drevon, on l'a évoqué sur la première partie de l'émission, on a parlé des bienfaits de l'activité physique et depuis 2011, je le disais, la Haute Autorité de Santé, la HAS, a défini l'activité physique comme une thérapeutique non médicamenteuse, finalement. On peut se dire que l'activité physique peut être prescrite, et vous l'avez dit tout à l'heure, par des médecins. Vous avez évoqué le niveau d'avancement de la formation, de la sensibilisation des médecins, notamment sur le sport sur ordonnance. Comment on peut faire avancer justement un petit peu et faire évoluer favorablement cette sensibilisation côté plutôt des professionnels de santé? Et puis finalement, est-ce que le grand public, vous, nous, on est suffisamment informés aussi pour aller taper à la porte de son médecin et dire docteur, j'ai besoin d'une ordonnance pour faire de l'activité physique? Alors, tout à fait, je crois que vous pouvez très bien résumer l'évolution et les problèmes. L'évolution du côté professionnel pour les médecins se fait grâce à la dynamique de ce qu'on appelle les CPTS, les communautés territoriales professionnelles de santé, et qui sont bien dynamisées grâce à la DRAGES et l'ARS en particulier. J'aimerais que la CGSS aussi, la caisse, s'implique un peu. Ce qu'elle fait, mais elle pourrait le faire un peu plus, je pense. Les médecins donc ont des freins. Je ne sais pas si c'est par ignorance l'activité physique, ils ont peur peut-être qu'il y ait des accidents. Donc on a un progrès à faire là-dedans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut améliorer notre formation et les propositions de formation. Et vous avez raison, c'est peut-être au public et aux patients demander l'ordonnance aux médecins pour faire évoluer les mentalités. À Saint-Paul, c'était de cette façon que finalement, c'est très bien développé au départ le sport santé, puisque les patients demandaient les ordonnances aux médecins qui étaient obligés de faire une courte formation organisée par l'OMSEP pour être sensibilisés au sport santé. Donc je crois que vous avez raison, il faut que le public nous pousse à prescrire. Donc de forts enjeux de communication aussi auprès du grand public. Dernière question, je me tourne vers Grégory. Grégory, on a parlé de la formation aussi des professionnels du sport, hein, du monde du sport. Donc vous êtes EAPA, donc c'est une formation plutôt universitaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres professionnels qui peuvent graviter autour du sport santé? Je pense aux brevets d'État, aux éducateurs sportifs. Comment ça se passe? Et puis où trouver finalement ces formations-là? Est-ce qu'il en existe au niveau régional? Alors oui, tout à fait. Rappelons une fois de plus que pour exercer contre rémunération, il est nécessaire d'être détenteur d'une carte professionnelle aujourd'hui. Donc si on exerce en tant que bénévole, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir une carte d'éducateur sportif, mais pour exercer contre rémunération, la carte d'éducateur sportif est nécessaire. Donc aujourd'hui, dans le domaine du sport santé, nous avons donc nos collègues qui sont issus du champ de la santé qui peuvent intervenir dans le sport santé, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, bien sûr dans le respect et les règles de leur compétences propres. Et ensuite, nous avons tout le monde sportif, donc les brevets d'État, les BPGEPS, et donc ils doivent être donc titulaires d'un diplôme reconnu par le ministère des Sports. Et spécifiquement, pour le domaine du sport santé, nous avons donc à La Réunion des formations régionales, sport santé pour tous et sport santé sur ordonnance. Donc la formation sport santé pour tous est une formation de 38 heures et la formation sport santé sur ordonnance est une formation de 66 heures. Donc à ce jour, donc, nous avons 4 organismes qui sont donc reconnus pour dispenser aujourd'hui la formation de sport santé pour tous. Il s'agit de l'OMSEP, il s'agit du CREPS, l'OSTL de Saint-Pierre et de Vital Formation Conseil. Et concernant donc le sport santé sur ordonnance, il y a 3 organismes de formation qui sont donc reconnus, le CREPS, l'OMSEP et le Vital Formation Conseil qui est donc reconnu également donc pour pouvoir dispenser ces formations. Et ensuite, concernant donc les niveaux de formation, il faut bien sûr des prérogatives un peu plus spécifiques. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler peut-être dans la prochaine séquence. Peut-être, je ne sais pas, on va voir, on est déjà pris par le temps. Mais donc pour retrouver finalement toutes ces informations, que ce soit aussi bien sur la stratégie régionale sport santé, sur la partie labellisation des créneaux ou encore une fois la formation. Il me semble qu'il existe un site internet www.ssbe.re
Oui, c'est le site régional du sport santé. J'aimerais ajouter, compléter ce que dit Grégory, sur les formations fédérales aussi également, puisque Dr Drevon et Thierry est là pour en parler, il peut en parler également, mais la déclinaison de chaque discipline en son sein décline aussi également des certificats fédéraux sport santé qui permettent aussi de donner des prérogatives. Bien sûr, elles sont plus limitées que si on les faisait sans diplôme d'État. Il y a des prérequis au niveau des formations. Chaque fédération française travaille par rapport à sa discipline avec des comités et des médecins, comme le fait le Dr Drevon, pour le déployer sur le plan régional. Donc ça, c'est important parce que c'est également... Au sein des fédérations les fédérations ont fait leur mieux également en termes de formation. Et puis oui, alors donc on voit sur le sport santé le site où vous pouvez avoir toutes les informations, que ce soit en termes de formation, de créneaux d'activité et on voit la cartographie en bas des créneaux d'activité, hein, c'est ça? C'est ça, des créneaux d'activité, donc avec un marqueur sur le sport santé pour tous. On est sur l'activité physique à des fins de santé, l'activité physique et sportive à des fins de santé, qu'on appelle le sport santé pour tous. Le sport santé sur ordonnance, qu'on entend comme l'APA, l'activité physique adaptée. On est... Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette deuxième partie qui arrive à son terme. Je vous remercie pour ces précisions et je vous invite à rester avec nous puisque vous allez rester avec nous pour la troisième partie de l'émission. Donc c'est parti pour la troisième partie de l'émission consacrée aux maisons sport santé. Alors, j'espère que nous vous avons convaincu à faire ou à reprendre une activité physique. Nous en sommes ravis, en tout cas, si c'est le cas. Mais comment vous y prendriez-vous pour vous permettre de bouger? Quels conseils donneriez-vous à vos proches ou à votre entourage? Voilà les questions posées sur le deuxième Street Science que je vous propose de visionner tout de suite. Nous sommes toujours au marché forain du Chaudron. Cette fois, nous allons parler reprise de l'activité physique et maison sport santé. Allons voir ce qu'en pensent les Réunionnais. Est-ce que vous avez entendu parler des maisons sport santé? Oui, j'ai déjà entendu parler justement. Le médecin donne une ordonnance. J'ai ma voisine qui fait ça. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Je sais qu'on en a un peu partout, mais moi vraiment ma vraie maison de sport santé, c'est en bord de mer. Pour quelqu'un qui ne ferait pas de sport, d'activité physique, comment est-ce que cette personne devrait faire pour s'y remettre selon vous? Commencer très doucement. De sortir très souvent de sa maison pour pouvoir faire de la marche ou bien courir un petit peu. Tu fais de course à pied et éventuellement le vélo. Moins de paresse, surtout. Il faut un petit peu plus de motivation. Je pratique sur la route, mais je fais front de mer, je fais jardin, poumon vert, tout ça, c'est ça. Je vous propose maintenant de retrouver Sébastien sur le plateau de Santé Live. Et merci beaucoup pour ce deuxième Street Science qui effectivement nous a fait s'ouvrir un peu nous en plateau sur les échanges avec certaines personnes. Alors on reste tous les trois ensemble, hein, Dr Drevon, Grégory Kaderbi et Vincent Waro. Et nous accueillons quand même un quatrième invité, Jean-Louis Braise. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Alors, est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes pour vous présenter? Donc, bonjour à tous, merci de m'avoir invité, de m'avoir convié sur le plateau. Je représente le monde associatif sportif. On représente un peu les chevilles ouvrières du sport santé au sein des sports santé en fait. Moi, je suis éducateur sportif. Je vais parler tout à l'heure de formation à poursuivre. Les formations SSBE, SSBE. Sans qui j'aurais pas pu être présent sur le plateau. Je pense qu'on est des milliers comme moi d'éducateurs sportifs à La Réunion qui font du loisir et qui font de la compétition, sans savoir qu'il y a un volet super important qui arrive aujourd'hui et c'est le sport santé en fait. Et ce serait bien que tout le monde puisse un peu se mettre à jour là-dessus au niveau en termes de clubs, en termes d'associations, parce que c'est un volet qui va être très important sur les années à venir. Pourquoi? Parce que ça, c'est des vecteurs à beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle de santé sportive et de sport santé en tout cas, et à se placer là-dedans. Moi, je suis un acteur sur lequel j'interviens sur le centre social de l'Académie des Camélias avec la ville de Saint-Denis, sur lequel on fait un gros déploiement au sein du centre social, et également avec l'OMCEP de Saint-Paul, sur laquelle on a pu intervenir auprès de l'EPSMR et du CHOR sur la maison des adolescents. Très bien, très bien. Mais merci beaucoup d'être venu en tout cas pour partager votre expérience. Et on parlait tout à l'heure de la demande. Il faut que l'offre suive aussi en face. Et c'est effectivement les clubs, les associations sportives qui ont tout intérêt à pouvoir aussi se développer pour accueillir demain un certain nombre de pratiquants là-dessus.
Alors, il faut savoir que le dispositif des maisons sport santé est encore peu connu. On a pu le voir sur le Street Science à l'instant, sur notre territoire, puisqu'il existe depuis 2019. Je vous propose donc de plonger tout de suite au cœur d'une des maisons sport santé de La Réunion pour mieux connaître leurs services, leurs missions et leur fonctionnement. Et pourquoi pas vous donner envie de pousser la porte d'une maison sport santé demain. C'est notre deuxième reportage. La maison sport santé, c'est une habilitation octroyée par le ministère des Sports et le ministère de la Santé qui a pour objectif d'identifier un certain nombre de structures sur le territoire, structures qui sont capables de faire le lien entre le milieu de la santé, le milieu du sport et toute personne qui souhaite commencer ou reprendre une activité physique à des fins de santé et de bien-être, en douceur bien sûr, quel que soit l'âge, quelles que soient les pathologies et quelles que soient les fragilités. Avant d'être une maison sport santé, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est une maison. Donc l'intérêt, c'est, on va dire, de créer un lien de confiance entre notre structure, la maison sport santé, et le nouveau bénéficiaire. Donc ça passe par, on va dire, la mise en place d'un premier entretien. On se base vraiment sur les souhaits des bénéficiaires, histoire de pouvoir intégrer la personne vers un parcours, on va dire, d'activité physique sur le long terme, dans une logique de plaisir. Donc l'objectif, c'est vraiment de proposer, on va dire, un certain nombre d'activités à la carte pour que la personne puisse se sentir à l'aise, puisse prendre du plaisir pendant l'activité et avoir des effets bénéfiques, on va dire, sur le long terme et surtout sur la santé avec un grand S, santé physique, santé mentale et santé sociale. Par rapport aux problèmes de santé que je rencontre, vu les malaises vagos, j'ai repris la course à pied à la retraite. Et en pratiquant la course à pied 3 fois par semaine et 20 km à chaque fois, j'ai réussi à être 8 mois et demi sans malaise vagos. Et j'ai trouvé ça superbe. J'étais contente de moi. Je pense que l'activité physique dans notre âge, par rapport à notre âge, nous permet d'avoir une meilleure santé. J'en suis sûre. Moi, je cherchais depuis la retraite justement à faire des activités quotidiennement, je dirais, parce que moi j'aime bien bouger. Donc le SL de Saint-Pierre, ça m'a apporté beaucoup de choses, point de vue santé, point de vue physique, moral et tout. Donc c'est vraiment bien. Eh bien, un reportage très riche aussi. On est en immersion complète dans une maison sport santé, en plus avec des témoignages de personnes qui fréquentent cette maison sport santé. On voit tous les bienfaits que ça peut apporter. Donc, comme je l'ai évoqué en introduction, le dispositif maison sport santé a été créé en 2019. Il me semble que l'objectif national, d'ailleurs, Vincent Waro, c'est 500 maisons sport santé à l'horizon 2022, donc c'est passé. 2022. On est aujourd'hui à 573 au dernier recensement. Mais alors, il y a eu des nouveautés, parce qu'il y a un nouveau cahier des charges depuis mars 2023. Ouais. Et donc, un nouveau cahier des charges mis en place par le ministère de la Santé et des Sports. Et donc, il y a eu une dégressivité, puisque le cahier des charges est un petit peu plus conséquent. Donc, on est à 532 maisons sport santé aujourd'hui sur le plan national, sur les derniers chiffres. Et à La Réunion, il faut compter 11 maisons sport santé réparties sur la cartographie. On les voit à l'écran, oui, voilà. Effectivement. Alors, comment devient-on maison sport santé et vous, quel rôle vous avez en tant que Dragès Alors auparavant, maintenant depuis les derniers arrêtés, le service déconcentré des sports et de la santé, donc l'ARS et la Dragès sont instructeurs sur ces demandes d'habilitation. On était il y a 3 ans sur des labellisations nationales et maintenant on est sur une habilitation depuis la loi de mars 2022 de démocratisation pour le sport en France. Depuis cette loi de démocratisation pour le sport en France, les maisons sport santé sont entrées dans le code de santé publique. Donc c'est pas rien quand même, cette reconnaissance, ce qui amène quand même un vrai positionnement. C'est un sas de reprise de l'activité, là où on peut se faire accompagner pour des personnes qui sont éloignées de la pratique par des professionnels de la santé et du sport. C'est vraiment cette jonction que fait un peu les maisons sport santé. Mais après, j'ai Grégory qui peut en parler aussi bien que moi, à côté de moi. Voilà. Ils sont là pour répondre à un besoin de réponse immédiate, de proximité, pour assurer le maillage territorial. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, à La Réunion, on est à 11 maisons sport santé, plus 2 qui viendront, pour ne rien vous cacher, Brapanon, la ville de Brapanon et la ville de Saint-Louis. Voilà. Donc on sera à 13 maisons sport santé d'ici la fin d'année. On le voit à l'écran d'ailleurs, avec une répartition qui n'est pas encore très homogène, mais
on y vient. Quel est l'objectif derrière? Est-ce qu'il y a un objectif vraiment de développement? Comment ça? La question a été posée il y a la semaine dernière en séminaire des référents de RAGES, Sport Santé. On ne pourra pas avoir 36 000 maisons Sport Santé. On voit que dans l'Ouest... S'il y a 36 000 communes à peu près sur l'ensemble du territoire national, il faut penser aussi au modèle économique qu'on prévoit derrière, puisque aujourd'hui c'est assuré uniquement par sur le plan des appels à projets que lance le ministère de la Santé, le ministère des Sports, par le biais de nos services. Ils répondent également, quand ils sont sur les territoires, à des besoins de proximité, donc les collectivités peuvent parfois également mettre au pot. On n'a pas encore aujourd'hui de remboursement par la sécurité sociale des séances, bien qu'on ait des expérimentations, mais pas pour le moment sur le territoire réunionnais. Enfin, pas sur nos sujets, sur d'autres sujets, oui. D'accord, très bien. Mais l'objectif, pour venir à la question et compléter, ça serait idéalement d'avoir une maison sport santé par commune. Donc, on couvrirait le territoire, l'ensemble du territoire. Mais je pense que chaque commune n'a pas vocation à porter peut-être une maison sport santé. Peut-être qu'on aurait de l'intercommunalité qui peuvent rentrer en jeu. On a une stratégie à définir, mais sans qu'on la pousse. C'est en fonction de ce que les politiques portent comme projet aussi pour le territoire. Donc ça va être tout ça et au fil des ans, on adapte, on accompagne. D'accord, très bien. Du coup, vous disiez Grégory Kaderbi, bien placé aussi pour parler des maisons sport santé. Alors justement, quel est le type de portage aujourd'hui qui existe au niveau des maisons sport santé sur La Réunion? Et puis concrètement, qu'est-ce que c'est une maison sport santé? Qu'est-ce qu'on y fait? Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme service? Donc à La Réunion, effectivement, on a plusieurs porteurs de maisons sport santé. On a les associations qui portent donc les maisons sport santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles qui portent les maisons sport santé. On a des collectivités, CCAS qui portent les maisons sport santé. Donc vraiment des entités juridiques qui sont différentes. Également au national, on peut voir des entreprises privées, des salles de sport qui portent donc cette habilitation donc de maison sport santé. La maison sport santé, donc comme c'est affiché, hein, c'est vraiment aujourd'hui une offre de services de proximité, comme tu as pu le dire, qui permet donc aux habitants de pouvoir reprendre une activité physique et sportive. Donc pour cela, les maisons sport santé vont donc offrir un accueil personnalisé avec un bilan comprenant donc un entretien, des tests de conditions physiques. Et suite à ce bilan, la maison sport santé va réorienter vers l'offre d'activité physique qui existe au niveau local. Donc on va s'appuyer énormément là sur le tissu associatif et éventuellement les acteurs privés lorsqu'ils ont cette fibre sport santé également. Et autre rôle que joue la maison sport santé, c'est de pouvoir aujourd'hui relayer les informations auprès de la population en matière d'activité physique. Donc, comme on le disait en première partie, donc il s'agit là vraiment de sensibiliser la population sur les recommandations, sur les dangers de la sédentarité également. Et dernière casquette, optionnelle, vraiment, la maison sport santé peut accompagner au travers de la mise en place de séances d'activité physique, donc soit à destination de personnes atteintes de maladies chroniques ou non, donc là, soit faire du sport santé pour tous ou du sport santé sur ordonnance. Ça reste optionnel aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc vraiment un point d'appui aujourd'hui qui est fort et une orientation qui peut être intéressante pour un certain nombre de personnes qui souhaitent soit refaire une activité physique plutôt vocation plaisir, loisir, santé, et puis pourquoi pas se remettre dans une activité si on a une maladie chronique ou une problématique de santé. C'est bien ça. Donc c'est une offre de service qui s'adresse à toute la population, que vous soyez aujourd'hui porteur d'une maladie chronique ou non. Si vous souhaitez juste faire un bilan, on va dire, de votre condition physique, c'est également possible donc de s'orienter vers une maison sport santé pour savoir un petit peu où est-ce que j'en suis au niveau de mon état de forme. Donc prendre rendez-vous avec ces maisons sport santé et prendre une heure pour avoir un petit peu son état des lieux de son état de forme. Très bien. Alors du coup, je me tourne vers Dr Drevon. Dr Drevon, on parle du sport sur ordonnance aussi. Alors qui dit sport sur ordonnance dit effectivement un document, une prescription, une ordonnance sur papier. Ou voilà, c'est comme ça qu'on la voit traditionnellement. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une ordonnance type que peuvent utiliser les professionnels de santé, les médecins traitants ou les médecins spécialistes pour faire une ordonnance d'activité physique et puis ensuite, moi, je viens avec mon ordonnance dans la maison sport santé et là, je suis guidé et accueilli. Comment ça se passe aujourd'hui? Quelle est votre vision? Et voilà, comment on peut accorder un petit peu tout ça? Alors, juste avant, j'aimerais rajouter une précision à ce qu'a dit Grégory. Il a complètement raison, ça s'adresse à tous les publics parce que les reportages sur le tampon
On montrait surtout des personnes âgées, mais le sport santé peut s'adresser même à des enfants qui peuvent montrer des pathologies ou du surpoids ou de l'obésité, puisque c'est quand même, on en a parlé dans la première partie de votre émission. Oui, il existe une ordonnance proposée par l'HAS qui devrait être remplie par les médecins. Il y a 4 critères normalement. C'est la fréquence, donc par exemple 1 à 2 fois par semaine. L'intensité, alors ça, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, il faut prescrire des intensités modérées. Si on prescrit des intensités modérées et légères, il n'y aura pas d'accident grave pendant la séance, c'est certain. Le professeur Carré l'a bien précisé. Le type d'exercice, il faut préciser sur l'ordonnance si on envoie à une maison de santé, à un coach, à un club, une personne pour améliorer son équilibre, améliorer sa force, améliorer sa condition physique. Donc c'est important de préciser le type et l'objectif que l'on a pour ces séances. Et enfin, le temps, en général, on prescrit pour 6 mois. Alors il y a surtout un mot qu'il faut rajouter, vous en avez déjà parlé, c'est le mot plaisir. On n'aura pas de personnes qui vont rester aux séances, qui seront assidues s'il n'y a pas une notion de plaisir. Et après, il y aura du lien social et on pourra avoir des gens qui vont suivre ces cours pendant plusieurs années ensuite, de façon autonome. Oui, une notion effectivement à retenir et à ancrer dans nos têtes. Le plaisir, c'est une source de motivation qui est essentielle. Merci beaucoup pour ces précisions. Je me tourne maintenant vers Monsieur Jean-Louis. Monsieur Jean-Louis, vous êtes éducateur sportif donc dans un club de boxe, mais pas que, vous avez plein d'autres casquettes et d'autres choses à faire. Quand on passe amélioration de l'état de santé, d'ailleurs, on ne parle pas tout de suite à un club de boxe. C'est un peu antinomique. Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre action dans le domaine du sport santé? Vous l'avez précisé un petit peu tout à l'heure, mais... En fait, au niveau du sport santé, on agit déjà sur le QPV des camélias. On agit avec, le docteur le précisait, avec des jeunes. On agit en termes de prévention, en fait. On essaie d'avoir 1 heure d'activité physique en plus par semaine avec des enfants qui sont âgés entre 4 et 12 ans, puis de 12 à 16 ans. On vient avec eux travailler sur les piliers, vous avez annoncé tout à l'heure, les 5 piliers, la force, l'endurance, la capacité physique. On vient travailler avec eux sur de la boxe exutoire. On pourrait penser à pourquoi de la boxe, on vient faire appel au champ, on vient faire appel à la boxe pour intervenir au niveau de la santé. On fait de la boxe exutoire avec eux. On essaie de libérer les émotions, on essaie de canaliser et on essaie aussi d'avoir son rapport à soi. Ce rapport à soi dans lequel on peut affirmer je suis fort, je suis puissant, je suis capable aussi d'interagir avec les autres. Sur le média sportif de boxe, on fait beaucoup appel à l'empathie. Est-ce qu'avec ma puissance et ma force, je vais réussir à contrôler avec un partenaire qui sera en face de moi, féminin ou masculin, certainement d'un autre poids que le mien, plus grand, plus petit. On fait énormément preuve d'empathie au cours de nos séances. Et tout à l'heure, vous en parliez également, il y a 2 volets dans le sport compétition et le sport loisir. Et aujourd'hui, on parle de sport santé au sein du sport loisir. Et c'est vrai qu'avec le média, avec la boxe, avec ce qu'on entend à développer, en tout cas, on fait vraiment appel à ça. On appelle aussi aux compétences psychosociales. Quand on travaille avec les jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup de savoir-être et de savoir-faire qu'ils maîtrisent peu. On parle de Covid, on a eu un gros blocus avec le Covid, mais aujourd'hui, avec certains de nos jeunes et moins jeunes, parce qu'on ne fait pas que de l'activité physique avec des jeunes, avec certains d'entre eux, on essaie de travailler un petit peu plus en profondeur sur comment je dois me positionner, comment je vais apprendre à parler, comment je vais m'exprimer, comment je vais respirer. Est-ce que dans un effort, je vais être en essoufflement total ou est-ce que je vais essayer justement de gérer ma respiration? Et je pense que là-dessus, et je tiens vraiment à préciser ça, on est nombreux des éducateurs à déjà le faire. Il faut juste essayer de rentrer dans ce spectre, dans cette espèce d'axe qui est SSBE ou SSBE2 pour pouvoir prétendre justement à dire ok, on parle de sécurité, on parle de qualité. Les maisons sport santé sont là pour nous apporter ça justement, ces critères qualitatifs et ces critères sécuritaires, ces critères de sécurité, pour pouvoir taper à la porte des écoles, pour pouvoir avoir différents bénéficiaires qui vont pas juste venir dans nos associations sur nos créneaux lambda, mais d'avoir d'autres créneaux qui vont pouvoir justement au cours de journée, pouvoir intervenir au sein des écoles, pouvoir avoir des créneaux à disposition pour certains publics, certains bénéficiaires. Et justement, ça, c'est une ouverture à beaucoup de choses en fait. Je pense que les maisons de santé, les maisons de sport santé sont là pour ça aussi, pour pouvoir nous permettre d'ouvrir un petit peu plus le spectre en fait, à ce que nous, éducateurs sportifs
de quartier, éducateurs sportifs du monde associatif, propose. Moi, je suis vraiment content d'être là parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, je parle avec des professionnels de la santé et je suis juste un éducateur sportif qui n'a pas fait de... J'ai pas fait STAPS, j'ai fait les filières BMF, j'ai fait un BPGEP, j'ai fait un DEGEPS derrière. Mais par la formation, aujourd'hui, on parle le même langage. Tout à l'heure, M. Waro parlait de langage. Aujourd'hui, on peut se permettre de parler ce langage. Et nos fédérations, moi je parle de ma ligue à La Réunion, la LRKMDA, on est là pour ça. On est là pour pour continuer en fait. Pour essayer de mettre une pierre à l'édifice à ce mouvement de sport santé. Pourquoi? Parce que c'est ultra important et on se rencontre. Et nos jeunes et les moins jeunes, ils ont besoin de ça. Parce que le sport est vecteur A. Ça va être un vecteur à beaucoup de choses pour nous par la suite en fait. Oui, complètement. Alors, c'est intéressant votre témoignage parce que ça nous permet aussi de nous remettre un peu dans la réalité du quotidien. Finalement, vous disiez tout à l'heure cheville ouvrière. Effectivement, c'est grâce à des associations, des clubs sportifs comme vous que les choses aussi peuvent avancer, peuvent évoluer. Donc, il y a tout un travail finalement de complémentarité, encore une fois, à travailler ensemble. Vous parliez, moi ça m'évoque une émission qui a pu être faite aussi, un Santé Live sur la prévention, où il y avait une séquence consacrée aux compétences psychosociales. Et je trouve que c'est intéressant de faire ce parallèle-là aujourd'hui, puisqu'on parle de santé. Alors, on parlait beaucoup de santé physique, on parlait beaucoup de le diabète, l'obésité, le surpoids, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi que les compétences psychosociales sont un des axes très importants et très intéressants à investiguer demain dans le sport aussi. Et le médecin en parlait tout à l'heure en visio, il parlait des 3 grands S, on a la santé sociale, la santé sportive et la santé mentale. Aujourd'hui, c'est indissociable ça en fait. Et au sein des QPV, on le voit encore plus. J'ai eu l'opportunité d'intervenir sur un cycle expérimental avec l'OMCEP de Saint-Paul au sein d'une maison des adolescents sur laquelle il y a une prescription pour 12 bénéficiaires âgés entre 12 et 16 ans, ils avaient. Après un rond de causée, la première chose qu'ils demandaient, c'est nous, on veut pouvoir faire de la cohésion sociale. On veut pouvoir se faire des amis parce qu'à l'école, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, ça va trop vite et on a ce besoin. On a eu 12 séances ensemble. C'était juste génial. On s'est éclaté. On a eu ce rapport à soi profond, mais un rapport à l'autre également. Et je pense qu'au travers du sport, ça peut être un vrai média. On peut être un vrai vecteur à ça. On peut se servir du sport pour développer ce genre de choses. Qu'un kiné pourra peut-être pas faire dans sa salle en one-to-one avec quelqu'un. Qu'un ergo pourra certainement pas faire. Il aura peu de liens. Et c'est pour ça que ce maillage aujourd'hui, il est intéressant. Que nos acteurs du monde sportif associatif, on puisse être assis autour de la table sur des plateaux avec vous pour parler de ça. Ça montre que on parle votre langage. On est capable aussi de travailler des projets avec vous, d'apporter notre pierre à l'édifice et de mettre des cartes sur la table que vous pouvez peut-être pas tirer à certains moments dans un cabinet en one-to-one avec un bénéficiaire. Et c'est ça qui est intéressant pour nous en fait. Alors justement, pour aller plus loin, quelle est la relation que vous avez, vous, avec les maisons sport santé? Comment s'articule finalement ce lien-là entre la maison sport santé et l'association Je pense que M. Waro en parlait longuement tout à l'heure aussi. C'est quelque chose qui émerge chez nous. On n'est pas encore, on est peut-être un peu aux prémices. Il y a quelque chose qui est vraiment installé à Saint-Paul, mais je parle de Saint-Denis par exemple, ils sont vraiment dans cet élan moteur. Moi, j'ai énormément d'échanges toutes les semaines avec la maison de sport santé de Saint-Denis. C'est une volonté de Madame la maire également, qui est vraiment présente sur le QPV des Camélias et en parallèle avec la maison sport santé qui est à Champfleury. Mais l'idée, c'est vraiment de tisser des liens et de se dire, on peut avoir un public, on a des bénéficiaires et aujourd'hui, on veut travailler ensemble en ce sens pour faire que le sport devienne aussi cet outil fort avec lequel on va pouvoir travailler au sein de différentes populations en fait, différents fragments, aussi bien les jeunes avec de la prévention qu'avec des personnes âgées avec certaines pathologies, que la ménagère qui n'a peut-être jamais fait de sport et qui aujourd'hui se retrouve, ah même, moi j'ai vu ça passer sur les réseaux, peut-être que je peux essayer, peut-être que je vais essayer de faire sortir quelque chose. Et je trouve que c'est vraiment intéressant en fait. Et vous êtes inscrit d'ailleurs dans la stratégie régionale sport santé. Ah oui, totalement. Nous, on a des créneaux labellisés. Voilà. On a des créneaux qui sont labellisés. Je suis un éducateur qui est reconnu et qui est formé, suivi des formations SSBE qui sont super intéressantes en fait et qui nous permettent de parler le langage. Je pense cette dynamique-là. Je pense qu'à partir du moment où on parle le langage, on peut être entendu. Très bien. Merci beaucoup pour ce retour. Alors, Vincent Waro, Grégory Kaderbi, je ne sais pas qui interpellait en premier, mais quand on intègre un programme de maison sport santé, la question de l'après-programme aussi, elle est importante. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure que quand on vient dans une maison sport santé, il y a une activité, une mission optionnelle qui pourrait être
intégrer un pratiquant dans un programme de suivi, d'activité physique adaptée, etc. Ça, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'il en est après, finalement, une fois que le programme s'arrête, comment le pratiquant, parce qu'on ne parle pas de patient, mais plutôt de pratiquant, on peut l'orienter éventuellement vers le tissu associatif ou ailleurs? Effectivement, nous avons deux possibilités après un programme. Avant tout, c'est l'autonomie du bénéficiaire, c'est qu'il puisse pratiquer vraiment en toute autonomie selon les recommandations scientifiques, ou éventuellement le réorienter donc vers une association qui dispose donc du label sport santé régional. Lors des programmes donc d'accompagnement, ce que l'on vise également, c'est de transmettre aujourd'hui les compétences pour gérer au mieux l'activité physique en autonomie. Donc il s'agit vraiment des choses de basiques, comme par exemple savoir maîtriser un échauffement, savoir s'hydrater pendant l'activité physique, faire une récupération, savoir gérer une activité physique avec son essoufflement. Donc lors d'un programme d'accompagnement, que ce soit donc du sport santé pour tous ou du sport sur ordonnance, c'est également des objectifs que l'on vise en parallèle pour favoriser l'autonomie post-programme. Une notion importante dont on en a parlé aussi, c'est la notion de plaisir. Si on souhaite que la personne pratique une activité physique post-programme, il faut qu'on puisse transmettre, il faut que cette personne, elle prenne plaisir à pratiquer une activité physique. Et autre chose également, c'est le sentiment d'efficacité personnelle, la confiance en ses capacités. Aujourd'hui, pour qu'une personne puisse pérenniser son activité, elle doit avoir confiance en ses capacités. Donc aujourd'hui, c'est également des techniques didactiques, motivationnelles que l'on met en place durant nos séances pour renforcer ce sentiment d'efficacité personnelle et favoriser la pratique en autonomie, ou qu'elle puisse s'orienter vers une association et pratiquer de façon durable avec une association. Très intéressant, parce que ce n'est pas forcément des notions auxquelles on pense tout de suite quand on parle d'activité physique, on parle surtout de la pratique, mais il y a finalement tout un environnement favorable pour pouvoir justement mettre des personnes en condition de pratiquer et de continuer et d'être autonome derrière éventuellement sur de la pratique. Totalement, totalement. Je pense que faire un focus sur ce sentiment d'efficacité personnelle, c'est quand même important. Aujourd'hui, que je pense à ces personnes âgées qui pensent que l'activité physique, c'est pas fait pour elles. Je suis âgé, l'activité physique, c'est pas pour moi. Finalement, c'est un manque de confiance en ses capacités, parce que ces personnes ont peut-être peur de tomber, elles n'ont plus du tout croyance en leurs capacités. Et donc, faire un focus sur le sentiment d'efficacité personnelle lors des programmes, c'est quand même relativement important. Très bien, c'est noté. On arrive quasiment au terme de notre troisième partie. Peut-être un dernier mot, docteur Drevon, Vincent Waro, sur peut-être vos perspectives, vos envies, vos souhaits pour demain à La Réunion. Comment ça peut se développer, cette histoire du sport santé? Vas-y Thierry, je peux terminer après si tu veux, à toi. Ou alors, enfin, rapidement avant que... Vas-y Thierry. Tu termineras. Je voulais juste rajouter un détail, on avait parlé, Sébastien. Le sport santé et le sport de compétition se rejoignent sur l'évaluation de la condition physique. Parce que la VO2 max, qui est un des critères, enfin en tous les cas de performance, un des critères, on s'est rendu compte qu'en sport santé, c'était vraiment un chiffre qui pouvait nous donner, qui était en relation avec l'espérance de vie. Donc on pratique maintenant des VO2 max au sein de certains centres de sport santé. Mes voeux, c'est que tout le monde fasse aussi bien qu'à La Réunion. Parce qu'on a une équipe formidable, et merci Vincent, merci Stella, merci vous tous qui êtes sur le plateau, Grégory bien sûr, et Monsieur Brest que je ne connais pas, et toi bien sûr. Je trouve vraiment qu'il y a une belle dynamique à La Réunion, bravo, merci. Merci beaucoup, Vincent. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une belle dynamique, mais il faut encore continuer à aller chercher de la bonne volonté. Mais vraiment, hein, là, il faut aller la dénicher dans les cœurs des gens, parce que derrière tous ces dossiers, derrière tous ces acteurs, il y a une bonne volonté quelque part, et il faut les engager. Par la suite, quand on a trouvé la bonne personne, il faut arriver à les engager. Donc je compte à chaque fois sur chacun d'entre nous qui sommes ici acteurs, chacun de ceux qui vont prendre connaissance de cette vidéo, pour pouvoir être acteur lui-même également et participer à cette dynamique, puisque c'est en se sentant chacun concerné qu'on amènera notre petite pierre à l'édifice, comme disait tout à l'heure M. Brez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour vos interventions, merci pour vos témoignages, pour tout l'apport aussi
d'experts, hein, d'expertise que vous pouvez avoir et qui nous permet justement d'accorder un petit peu nos discours et faire en sorte qu'on parle le même langage. Je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir cette notion-là. Nous arrivons au terme de notre émission. Maintenant, on n'a plus d'excuses, il me semble, pour ne pas chausser les baskets ou ne pas pousser la porte d'une maison sport santé, que ce soit pour notre santé, notre bien-être ou encore juste pour nous faire plaisir ou pour de la convivialité. Donc n'hésitez pas à franchir le pas et pourquoi pas encourager aussi votre entourage pour bouger. Voilà, donc avant de vous quitter, je tenais à remercier l'ensemble de nos intervenants. Depuis le début de notre séquence jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en présentiel sur le plateau ou également en visio. Merci de vous être libérés pour participer à cette belle émission. Je remercie également la DAMAN, toute l'équipe de l'Université numérique de La Réunion, Nawar Productions pour des riches reportages très pertinents qui nous ont permis aussi de bien avancer. J'en profite pour vous souhaiter effectivement, le cadre est là, de bonnes fêtes de fin d'année, puisque les fêtes arrivent et l'émission Santé Live reviendra normalement pour une nouvelle édition en 2025. On n'a pas encore le thème, soyez patients. En attendant, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'Université numérique de La Réunion et suivre toutes les émissions en replay sur la chaîne YouTube de l'Université numérique de La Réunion. Au revoir, merci encore, à très bientôt. Merci.